Salut à tous et bonne année. Très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode enregistré en 2021. Oui, on a publié un épisode le 1er janvier, mais celui-ci, c'est le premier où on peut officiellement vous souhaiter une bonne année de la part de toute l'équipe. On espère que tout va bien se passer. Ça peut pas être aussi mauvais que 2020. C'est ce que tout le monde se dit en ce moment, mais on va vraiment l'espérer. Aujourd'hui, on va enfin revenir sur ce début de saison NBA avec une question assez simple. Faut-il s'inquiéter? On a pris 5 équipes qui ont un début de saison parfois un peu compliqué. On va donc se poser de cette question. Faut-il s'inquiéter pour cette équipe? On en a 5 au programme. Wizards, Nuggets, Raptors, Warriors et Mavericks. On va noter ça sur un niveau d'inquiétude qui ira de 0 à 10. Et pour ce faire avec moi, puisqu'on n'est que deux aujourd'hui, et oui, vacances oblige, il a osé dire la dernière fois que KG était devant Dirk. Il défend Killian Hayes avec conviction sur Twitter. C'est Alan. Comment ça va? Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, j'aime pas qu'on crache sur un petit qui a joué 5 matchs. Même s'il est en difficulté, j'aimerais qu'on lui laisse un petit peu plus de temps. Mais ouais, ça va super. C'est toujours le problème. On parle souvent de ce biais de jeunesse. C'est aussi le biais. On attend beaucoup des jeunes joueurs dès le début, en fait. On veut que ça se matérialise très vite. C'est vrai, Complètement. c'est Alors un pour peu le l'instant, les problème. rookies, la plupart sortent du banc, ceux qui sont bons. Donc puis c'est compliqué pour eux, quoi. Ils n'ont pas eu de Summer League, ils n'ont pas joué Mm. depuis beaucoup. Après, on verra avec un cas parmi les équipes dont on va parler. Je trouve que pour certains, ça leur a peut-être permis de travailler des trucs qu'ils avaient peut-être pas avant. Donc, Complètement. on verra et on va donc discuter du coup de toutes ces équipes qui ont un peu de mal en début de saison. Avant de commencer, on vous rappelle comme d'habitude de nous suivre sur les plateformes où vous écoutez notre podcast, plateforme de streaming 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Alan fait le signe de 5 et justement nous suivre sur YouTube. Alors sur YouTube, on a quelques difficultés avec la vidéo en ce moment, on essaie de s'adapter, on est parfaitement transparent avec vous. On espère que celui-ci pourra sortir en vidéo et puis suivez-nous sur Twitter. Nous, on marque la petite pause habituelle, puis on se retrouve pour débuter en parlant de l'équipe qui a actuellement le pire bilan NBA en termes de pourcentage, les Washington Wizards. Et oui, les Wizards, c'est une victoire pour 5 défaites, une victoire difficilement gagnée du côté de Minnesota, Minnesota privé de Karl Anthony Towns. Bref, c'est pas super encourageant ce début de saison des Wizards. Alors Alan, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi on n'y arrive pas du côté de Washington? Bah, moi, en plus, je suis assez déçu parce que le premier match de Washington, je l'avais regardé, c'était à Philadelphie et ils font un bon match en fait. Ils font un bon match, ils sont dedans pendant allez, 40 minutes. 40 minutes, ils sont vraiment dedans contre une bonne équipe de Philly, on le voit, qui, qui fait un très bon début de saison du côté de la Pennsylvanie. Et donc j'étais assez satisfait en fait de ce que j'avais vu. J'avais trouvé bon, le duo Westbrook-Bill. Pas foufou, mais solide. Et c'est ça que je voulais, que j'attendais, que je pensais positif du côté de Washington. C'était bah, un niveau tous les soirs des deux stars qui m'apportaient allez, 60 points à eux deux, 50 peut-être à eux deux, du playmaking en attaque. Et voilà, avec à côté des role players comme Bertans, comme Bryant. Je savais bien, très bien qu'en défense ça allait pas le faire, mais j'attendais bien plus de l'attaque en fait. Et pour l'instant, c'est vrai que bah, à part ce premier match, que c'est celui que j'ai le plus vu contre Philly, pour avoir vu des passages contre celui contre Orlando aussi, c'est compliqué en attaque en fait. Et je pensais pas que ça allait autant l'être. Ouais, c'est. Alors, je suis plus ou moins d'accord. Je trouve, ouais, c'est assez compliqué en attaque. Bertans n'a pas mis dedans pendant plusieurs matchs. Et là, je pense que ça, on peut un peu l'excuser par le début de saison. C'est un mec qui était pas allé à la bulle avec les Wizards. Donc, en fait, il a pas joué depuis longtemps. Et même de ses propres mots, il a déclaré être à 60-70%. Donc, Bertans est pas vraiment dedans. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'attaque, c'est assez compliqué. Alors, il fait deux trois matchs où il met absolument tout. Ça qui est assez inquiétant, je pense au deuxième match contre Chicago où Thomas Bryant fait un match à 100% et ils arrivent à le perdre dans le Money Time. On pourrait y revenir. C'est pas super encourageant à ce niveau-là. Après, moi, je trouve qu'avec cet effectif-là, il y a un manque criant de alors, deux choses. Ils ont, je pense, le pire banc NBA. Je pense vraiment que c'est le pire banc NBA et je trouve qu'il manque de joueurs solides, genre de joueurs capables de contribuer en attaque et en défense. Ils en ont pas. Enfin, euh,
Rui Hachimura avait raté les 4 premiers matchs, il est revenu sur le cinquième. C'est le meilleur joueur quand on prend en facteur l'attaque et la défense. C'est pas normal en fait, parce que ça reste un sophomore qui est quand même assez brut. Enfin, Westbrook défend pas, Bill défend pas, Thomas Bryant n'est pas un bon défenseur, Bertans défend pas. C'est chaud en fait. Il n'y a pas de joueur bon quoi, solide. Ouais, complètement. Et en plus, pour l'argument du banc, je suis d'accord. Mais j'aurais pu penser qu'en fait, t'as Bill, t'as Westbrook, t'auras toujours un des deux sur le terrain en même temps. Mm. Et ça, c'est un truc que D'Antoni faisait bien à Houston avec Chris Paul, James Harden. C'est un truc que tu peux faire en fait. C'est-à-dire que si t'as un mauvais banc, bah, en fait, tu fais sortir plus vite une de tes deux stars, tu la remets avec ton banc. Ça te permet toujours d'avoir un niveau minimal en fait surtout, enfin, Westbrook ou Bill contre les Burnley, ça peut vraiment bien le faire, je pense. Sauf que là, bah, Westbrook a raté un match, je crois, un ou deux matchs. Celui contre Orlando, Ishmis et Raoul Neto ont pris plus de minutes. Et là, tout de suite, bah, c'est bien plus compliqué en fait. Et ça prouve aussi, je trouve que bah, même si tu es à l'Est, même si c'est le début de saison, bah, tu peux pas te ramener avec n'importe qui quand même sur le terrain et espérer bah, gagner parce que tu as Bradley Beal ou Russell Westbrook. Cette année vraiment, le bas de l'Est, enfin, toutes les équipes ont accroché un match qu'on pensait pas à leur portée. Enfin, les Knicks, les Cavs, ils ont tous Même Détroit. réussi à créer. Ouais, Détroit, ils ont tous réussi à gratter un match qu'on n'attendait pas. Et c'est sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'on tape beaucoup sur le duo Bill Wall, mais moi je trouve qu'il faut aussi taper peut-être sur la construction de l'effectif en fait, Mm. où il y a deux, trois vétérans, enfin je pense notamment à Lopez qui ont plus le niveau, et ensuite c'est un ribambelle de jeunes joueurs qui sont qui ont pas prouvé. Enfin, Ouais. vraiment, c'est une équipe. Nous, on fait notre autocritique déjà après quoi? Après 6 matchs. Je pense on s'est beaucoup dit, ah, c'est une équipe qui va être dangereuse à prendre en playoff, mais on n'a pas réfléchi à l'avant. Oui, il faut y aller en playoff. Et enfin, l'année dernière, c'était la pire défense NBA selon Cleaning de Glass. Là, ils sont encore dans les choux. Ils prennent un camion. Ils savent pas défendre. Ils concèdent beaucoup de lancers francs. C'est chaud. Et le pire, c'est qu'ils ont pas ils ont pas le matos pour aligner trois bons défenseurs. Non. Enfin, sur le terrain. C'est inquiétant. Mm. Et la défense à l'intérieur, franchement, Ils ont autant personne. Bryant est un Ils- bon joueur offensif, mais défensivement, c'est pas ouais, c'est possible. Ouais. vraiment compliqué. Lopez est cramé. Enfin, Robin Lopez, il est cramé. Alors, en Hum, backup sur 15 minutes, d'accord, mais tu vas quand même te faire avoir contre des. Il y a de cette tendance en NBA d'intérieur plutôt jeune, très fort en attaque sur les bancs. Bah ça, Lopez, il a du mal contre ça. Je hum. l'ai vu se faire martyriser par Kem Birch d'Orlando. Donc ouais, C'est je chaud. salue Tom qui l'apprécie beaucoup, mais normalement, bon, t'as pas envie de te faire martyriser par ça. Et après, voilà, des joueurs jeunes dans un contrat rookie qui ont un pédigré d'avoir été draftés en loterie ou bord de loterie, mais qui sont pas tellement au niveau. Je pense à Robinson, dont ils ont fait l'acquisition l'an passé des Clippers, Troy Brown, qui est dans sa troisième année, oui, c'est un poste 3 qui peut défendre, un peu attaquer, mais qui n'est pas encore au niveau. Et puis ils ont Avdia aussi, le rookie dans le 5, qui est plutôt solide, mais c'est un rookie de 19 ans, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je le trouve extrêmement intéressant parce que je comprends en fait en ayant vu les Wizards ce que tu lui reprochais avant draft. C'est en vrai quand tu vois jouer, tu vois qu'il y a rien, potentiellement rien d'élite Ouais, en lui, mais limite c'est ce dont ils ont besoin, je pense à l'heure complètement. actuelle. Ils ont besoin de mecs qui sont capables de faire plusieurs choses et pas totalement unidimensionnels. Complètement. Après, si on veut parler un peu des deux stars, moi c'est surtout sur Westbrook. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Westbrook en ce moment. Moi c'est juste attaque le cercle en fait. Attaque le cercle. Westbrook en carrière, c'est un joueur qui prend en gros un tiers de ses tirs au cercle. Un tiers de ses tirs au cercle. Si se comprend parfaitement les dimensions athlétiques, etc. Et il faut pas croire, ça a pas descendu dans les années précédentes. Par exemple, il est à 42% de tirs au cercle l'année dernière les, avec les Rockets. Cette année, il est à 15%. Il est à 15%. Il va plus au cercle. Et en fait, il se contente de prendre ce que la défense lui donne. Tous les défenseurs passent en dessous maintenant sur les écrans envers Westbrook. Plus personne n'a peur. Et il continue de prendre ses longs tirs à mi-distance. Et pour moi, Westbrook, c'est un peu un cours géant sur les analytiques. C'est qu'en fait, un mec qui, même s'il shoot, et il le fait très bien à mi-distance, ça vaudra toujours moins qu'un mec qui va au cercle. Donc, ouais, qui retrouve son agressivité, quoi. Ouais, complètement. Qui retrouve son agressivité, Franchement, c'est compliqué. Tu vas pas au cercle et tu shootes
mal à 3 points, quand tu es Hmm. un joueur qui a beaucoup la balle, tu vas être inefficace, tout simplement, quoi. Il n'est pas Hmm. non plus très bon en spot-up. Donc, si, si tu es un joueur qui est très fort, qui a beaucoup la balle, mais qui est fort en catch and shoot, les meneurs élites sont forts en catch and shoot. Enfin, Kyrie est très bon en catch and shoot, Dame est bon en catch and shoot, Westbrook, il est pas bon en catch and shoot. Donc, quand Bradley Beal a la balle, qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait, Russell Westbrook? Donc, c'est assez compliqué. Il n'y a pas trop de créativité de la part de Brooks aussi non plus sur les 5 premiers matchs, j'ai trouvé. Euh, Ouais, même les rotations. Bonga qui est titulaire, il sort de la rotation. Il y a des trucs assez ouais, inexplicables. c'est étrange. La construction de l'effectif est pas folle. Euh, on est dans l'instant. Je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. C'était genre l'équipe qui pouvait faire épouvantail sur un match, et je pense qu'ils peuvent toujours le faire sur un match, mais sur une longueur de 72 matchs, quand il faut afficher un niveau minimal de compétences pour aller en playoff. Pour le moment, enfin, je compare avec la rotation d'équipes comme Orlando ou Atlanta. Je préfère vraiment les Ouais, deux autres, hein, Hmm. en Hmm. longueur de joueurs. Donc, ça a été Ouais. sous-estimé, je trouve, de ma part. Puis, tu vois, par rapport à Westbrook, Thomas Bryant peut tirer à 3 points. Il y a des mecs, alors C'est certes, ils vrai. ont pas mis beaucoup dedans, mais quand tu regardes statistiquement, c'est quand même, ils sont pas scandaleux au tir. Donc, parce qu'on va être honnête, le seul chemin pour cette équipe, c'est vraiment d'être très très forte en attaque, parce qu'ils ont vraiment pas le matos en défense. Et tu parlais, c'est vrai, du début un peu compliqué. Il faut savoir qu'au moment où on enregistre, donc ils sont à 1-5. La suite pour eux, ils vont à Brooklyn, à Philadelphie, à Boston. Ils reçoivent Miami, Phoenix et Utah. T'as que des équipes qui ont joué les playoffs, à l'exception de Phoenix, qui a le meilleur bilan Ouais. NBA actuellement. D'où ma question, est-ce que Scott Brooks est en danger? Parce que quelques stats, avant d'être à 1-5, ils avaient démarré à 0-4. C'était la quatrième fois de l'histoire des Wizards depuis 2007-2008, ce qui est quand même assez énorme, hein, Ouais. quand tu mets ça un peu dans le contexte. Donc 4 départs à 0 victoire, 4 défaites. Par 2 fois, le coach s'est fait virer. Les deux exceptions étant Eddie Jordan qui avait fait les playoffs les 4 années précédentes et Randy Whitman qui, lui, en fait, avait remplacé la saison d'avant un mec qui avait Ouais. commencé à 0-4. Donc, c'est la 5e saison de Brooks à DC. Il n'a pas joué les playoffs depuis 2018. Là, vu le calendrier, il peut parfaitement démarrer à 1-11, Ouais, voire avoir en gagné neuf. 2 ou 3 matchs au bout de 15 matchs. Est-ce qu'il finit la saison? Je sais vraiment pas. C'est pas. Tu vois, j'y ai pas trop pensé à Brooks sur la sellette, mais Je sais même. Je sais vraiment. Après, tu peux aussi te dire, ça apporte quoi de le virer ouais, maintenant? ça apporte quoi? C'est un gars qui connaît Westbrook. Peut-être que sur la durée de la saison, il pourra essayer de le mettre en valeur le plus possible. Après, avec la construction de l'effectif, c'est dur de bouger, d'ajouter une pièce qui peut aider. Hmm. Je pense qu'ils vont, non, je pense qu'ils vont jouer et ils vont voir comment ça va se passer. Si jamais ils doivent pick loterie, bah, ils vont pick loterie, mais Hmm. c'est Je t'avoue. complexe. Je t'avoue qu'en regardant cette équipe, moi je me suis dit, c'est tellement une équipe, nos épisodes de reconstruction, pour ceux qui nous découvrent, où on se met dans la peau d'un front office, c'est l'équipe, c'est la plus fascinante à faire en reconstruction parce qu'ils ont les bons contrats, ils ont les jeunes, genre il y a plein de trucs en fait, genre, parce que même un Bill, on va s'arrêter là-dessus, on va continuer. Moi j'avoue que Bill, chaque fois que je le regarde, j'ai ma théorie, c'est que c'est le joueur dont la cote est créée par des gens qui ne le voient pas jouer. Je trouve ce joueur extrêmement difficile à cerner. Je trouve que quand il marque, c'est jamais dans le flow de l'attaque. En défense, par exemple, il va faire un ou deux highlights. À un moment, il contre de Lavine dans le Money Time face à Chicago, mais je trouve toujours pas dans le rythme de son équipe et pourtant il en plante 30. Je sais pas. Enfin bref, Ouais. c'est un joueur que je trouve très difficile à calibrer. Du coup, la petite tradition de cet épisode, quelle note d'inquiétude pour les Wizards? De 0 à 10, on explique juste, la note d'inquiétude, c'est par rapport à nos attentes de début de saison. C'est une équipe qu'on voyait dans le play-in en début de saison. Donc de 0 à 10, on est où là? 6-7. Moi, je pense 8, Ah voire ouais. 9. Je suis vraiment inquiet. Ah ouais. Je suis vraiment, vraiment inquiet parce que on salue Adrien. Chicago, c'est pas des foot de guerre Non. et Orlando non plus. ils ont battu Bah, Orlando fait un Orlando bon non début de plus. saison, mais ils ont perdu contre OKC chez eux, hein. Donc, Ouais. Et, et puis surtout les fins de match. Enfin bref, les fins de match, on va pas passer 3 heures sur eux, mais les fins de match sont compliquées. Donc c'est clair. bref. On va passer sur une équipe, tu m'as dit que tu avais beaucoup vu en début de saison, c'est les Nuggets.
qui ont eux le pire bilan à l'Ouest. Premier début de saison à 1-4 pour les Nuggets, première fois depuis 2014-2015. Donc on n'est plus du tout sur l'équipe qu'on avait vue en sortant de la bulle. Alan, est-ce qu'on voit déjà les résultats des pertes de l'intersaison? On a beaucoup parlé de Jeremy Grant qui est du coup parti du côté de Détroit, Torrey Craig qui est plus là et qui est à Milwaukee. Est-ce qu'on voit les effets là maintenant déjà? Je vais te dire même que je regrette l'absence de Mason Plumlee. Au point où on en est. Non, mais j'ai tweeté le soir de Noël. Devait être 5 heures du matin. Je suis à mon cinquième match de suite. Puis là, je vois le banc des Clippers se ramener contre Kawhi et PG. Et puis il y avait Bol Bol, Isaiah Hartenstein, Facundo Campazzo et PJ Dozier. Et là, je dis non. Non, c'est pas possible. Donc, ouais, je pense que l'effectif est tout simplement moins bon, moins athlétique que l'année dernière. Moins athlétique. Vraiment, Jeremy Grant, bon, il veut prendre 18 tirs par match à Détroit, bah, et prendre de l'argent, bah, franchement, c'est bien pour lui, mais il manque à côté de Jokic. Torrey Craig, c'est un joueur peut-être chiant à analyser ou regarder, mais c'est un joueur qui t'apporte de la défense aux ailes. Tout le monde préfère mettre en avant Michael Porter Jr. et c'est vrai, il est très athlétique, très fort offensivement, et les flashs sont énormes, mais défensivement, il est pas bon, même pas impliqué. Mm. Et puis voilà, Michael Green n'a pas beaucoup joué encore. Et puis Campazzo, j'ai pu le voir avec le Real Madrid, c'est un très bon joueur en Europe, mais je suis désolé, ça le fera pas en NBA. C'est comme Teodosic, c'est comme ces joueurs-là. C'est des très forts joueurs de basket. Ils sont au basket, ils sont très bons au basket. Mais avec la NBA, la défense, quand tu es si petit, si non athlétique, c'est compliqué. Donc du coup, il y a trop de mecs qui, pour moi, devraient pas prendre des minutes en NBA, qui en prennent contre des bonnes équipes. Voilà, bon, Sacramento surnage peut-être un petit peu, mais ils perdent 2 fois Sacramento. Ouais, ils perdent 2 fois, ça, c'est Ouais, tu chaud. perds 2 fois Mm. Sacramento, et puis il y a d'autres problèmes dans l'effectif. Je vais te laisser donner ton avis, mais ouais, l'effectif est moins profond que l'an passé en fait. Je suis assez d'accord. On va voir dans cet épisode qu'il y a des thèmes qui vont revenir d'une équipe à une autre. Et ouais, ils ont pas de banc. Alors l'échantillon est encore faible, mais ils se font tordre dans les deuxièmes quart-temps. Et je pense que c'est pas un hasard. Enfin, même leur victoire, en fait, pour moi, Houston est tombé à point nommé pour eux parce que c'est l'équipe. Ils peuvent pas défendre sur Jokic Houston, donc ils se sont fait battre par. Ils ont battu cette équipe-là, pardon, mais je suis assez inquiet. Mike Malone, il tente des line-up avec 3 arrières, ça marche pas parce que là, ils se font rouler dessus, enfin, c'est normal. Euh, Défensivement, alors c'est toujours une des questions avec Denver, mais au niveau des points concédés dans la raquette, ils sont avant-derniers. Et on va voir qu'on a l'équipe dernière dans cet épisode. Les adversaires chutent à 75% dans la raquette. En gros, c'est c'est Ouais. catastrophique. Donc c'est chaud. Puis tu t'as parlé de Jamichael Green, on voit qu'il y a vraiment de l'espoir vis-à-vis de lui. C'est vrai que la rotation à l'aile, Paul Millsap vieillit, enfin c'est vraiment compliqué. Ils ont très peu de défenseurs et puis on en parlait sur notre conversation d'un hebdo ensemble hier, toute l'équipe. Gary Harris, c'est le fantôme de Gary Harris. Donc ça tire un peu trop sur les titulaires, dont un Jamal Murray. Moi, je t'avoue que je me pose beaucoup aussi de questions sur notre DH20, certains joueurs qu'on a classés haut. Et quand je vois Jamal Murray plus ça avance, plus on voit que c'est vraiment un joueur qui a de la valeur en playoff, mais sur une saison régulière qui demande de la constance, Jokic est vraiment plus fort en Ouais, fait. ouais. Jokic est super bon sur le début de saison. Hmm. Tu peux vraiment rien lui reprocher. Murray est pas sur sa forme de la bulle, c'est normal. Il allait pas faire du 50-40-90. Ouais. C'est pas Steph Curry, c'est une anomalie, mais il est pas non plus là où je l'attendais, c'est-à-dire entre ce qu'il avait montré dans les années précédentes et le niveau de la bulle. Il y a un mix où je me disais, bon, il faudrait qu'il atteigne le niveau All-Star d'un meneur en 24-8, quoi. Et Mhm. tous les soirs, parce que là, les chiffres ont un petit peu gonflé parce qu'il a fait une grosse performance dans la défaite contre Phoenix. Ouais, je crois qu'il en met 15 au premier Ouais, quart-temps, un truc comme ça. Ouais. vendredi. Mais oui. Et puis tu as un duo, je pense que c'est le duo Barton-Harris. Je pense que c'est des bons joueurs, mais je pense que dans l'idée et dans le futur de Denver, donc de beaucoup de pick and roll Murray-Jokic, je sais pas si ça fonctionne en fait. Je sais pas si ça Mhm. fonctionne à côté parce que c'est pas tellement des menaces en catch and shoot.
c'est pas énormément de jeux sans ballon. Barton en leader de seconde unit, ça peut le faire, mais là où dans les années précédentes, quand ils faisaient pas les playoffs, la première année où ils vont en playoffs, bah, Barton avait un rôle important. Harris, l'année où il signe son contrat, on se dit ah ouais, c'est un two-way player qui défend vraiment, qui peut tirer en catch and shoot. Bah, ces deux joueurs-là ont eu des blessures, ont eu des pépins, et Mm. ils sont plus dans la C'est plus les timeline, mêmes en fait. j'ai Mm. l'impression du futur Denver. Ouais, c'est surtout plus les mêmes joueurs. Tu prends un mec comme Harris, euh, enfin, il est à 42% à 3 points. Ensuite, il fait une saison à 39. Ouais. Et depuis, en gros, ces années où il Que flirte à avec les 33 maintenant. 40, il est à 30, il est à 33, quoi. Alors, on a l'impression, on n'est pas des mathématiciens, mais concrètement, dans une équipe avec ces ambitions-là, un mec qui joue 25 minutes par match, qui perd 7 points, c'est énorme, en fait. Enfin, il passe d'une menace à un joueur moins bon. Tu l'as dit, Will Barton, il a raté beaucoup de matchs. Enfin, ouais, c'est une équipe où, en fait, Denver, depuis longtemps, notre débat sur Denver, il se résume un peu à, en gros, il faut qu'ils trouvent l'équilibre entre être parce qu'ils seront toujours une bonne attaque et être une bonne défense. Et ils ont trop perdu à l'aile, protection de cercle, ils ont trop perdu. Et je suis assez d'accord. Enfin, ils ont, je- Excusez-moi. à vos souhaits, Alan. Je trouve, en fait, ouais, il manque tout simplement. C'est un peu le même constat sur certains points qu'à Washington. Il manque de mecs qui peuvent contribuer des deux côtés. Puis Michael Porter, et là on salue Madiane. On aura pratiquement salué tout le monde en 20 minutes. Euh, il y a des fois, il n'y a pas d'effort en fait. Et Non, non, c'est non. vraiment compliqué. Vraiment, il y a des séquences, il y a des mecs qui essayent pas en défense, mais il y a des fois où il y a des possessions, c'est le saloon, c'est vraiment, il y a des erreurs mentales qui sont incroyables, quoi. Mais donc c'est quoi t'as combien de joueurs selon toi là qui sont des bons joueurs de rotation parce qu'il y a le 5, bon il y a le 5 de départ, Montemoris c'est bon, c'est positif pour moi, je le Ouais. fais jouer. Mais Michael Green quand il va revenir, mais ils ont deux rookies qui jouent pas, donc je les enlève. Et Tu vois, bon, rien que Bol, tu vois, c'est un mime, il est gentil, ouais, mais Paul Ball, Isaiah Hartenstein, donc qui est le backup de Jokic, enfin c'est chaud, hein. Surtout quand l'impression c'est Plumlee, on peut le taper tout ce qu'on veut, c'était un des meilleurs pivots backup de la oui, NBA. il a Enfin, fait des erreurs mentales qu'il faut pas faire en playoff, mais tous les soirs, et même si c'est pas un joueur que j'apprécie, il t'a porté, et même ce qu'il fait à Détroit, c'est plutôt honorable en vrai. ouais, c'est ça. Et Puis même c'est pour leur fluidité offensive, il a un complètement. peu de qualité de passe. Enfin, ouais. Bah honnêtement, tu vois, même un PJ Dozier, on le fait jouer comment? Millsap, je trouve, on le dit d'année en année, mais il perd. Enfin, Millsap, il a 35 ans. Enfin, Ouais. Millsap, c'est un joueur qui fait du spot-up maintenant, rien de ouais. plus. Et s'il est pas à droit, c'est compliqué. Puis il peut plus. C'est fini le moment où il va gommer tout en défense. Il a jamais vraiment fait à Denver. Enfin, il l'a fait sur séquence, mais il peut plus gommer toutes les erreurs de tout le monde, quoi. Complètement. Donc, eh ben, ça va être l'heure de la note, encore une fois. À part si je sais que tu avais beaucoup bossé, donc peut-être que tu as d'autres choses à dire sur les Non, Nuggets. non, mais voilà, vraiment, déçu de l'intersaison en fait. Déçu, déçu. Tu sors d'une finale de conf. Alors déjà, bon, il y a les rumeurs Harden. Si les joueurs qui sont dits non transférables pour Harden sont les joueurs que j'ai vus sur les 5 premiers matchs, CF Michael Porter Jr., ça me pose problème, personnellement. Euh, mais en fait, je trouve que c'était naïf de penser on allait pouvoir mettre Michael Porter Jr. et que ça allait être un two-way player dans sa troisième année. Bah, vraiment, je trouve ça naïf et je trouve ça pas très intelligent. Genre, ouais, peut-être tu vas tout péter en attaque, mais ce qui a fait la force de Denver sur certains passages l'an passé dans la bulle, c'était aussi Équilibre. cet équilibre qui était apporté surtout par Jeremy Grant. C'est pour moi l'année dernière, c'est un des meilleurs trades de l'intersaison Mm. 2010-2019. Franchement, ce trade, ça a changé Mm. plein de choses pour eux. Et pour ça que l'ajout de Jamal Green va aider, je pense. C'est pas Jeremy Grant, mais c'est un joueur dans ce type-là. Mais je trouve on a été naïf peut-être et on n'a pas assez regardé les ajouts de joueurs de complément du côté de Denver, tout simplement. Mm. Je suis assez d'accord. Après, à voir, parce que euh, l'intégration de Jeremy Grant à cette équipe, elle a pris un peu de temps l'année dernière. Je me rappelle avoir fait le Ouais. profil au début de saison, il ne trouvait pas sa place et ça s'est vraiment C'était du banc et tout. totalement ouais, emboîté bah, pour les playoffs et fin de saison. Mais je suis assez d'accord avec toi. Après, pour défendre un peu le front office de Denver,
d'un point de vue contractuel, ça devenait difficile, tu vois, si tu re-signais Jeremy Grant et tout. Du coup, je Ouais, pense ouais, qu'ils ont assuré en allant signer Monte Morris, complètement. qui, bref, on connaît notre politique signer cher des meneurs backup. C'est pas ouf comme truc, mais bon, Complètement. on verra. Du coup, le niveau d'inquiétude pour Denver, on rappelle, Denver, allez, si je caricature, c'était une équipe qu'on voyait se battre, vraiment se battre pour l'avantage du terrain Ouais. à l'ouest, quoi. Non, je vais dire 4. Je pense que ça va aller. Je pense que ça. Le calendrier n'a pas été simple non plus. Et ils ont joué des équipes pas forcément super fortes, mais en pleine bourre. Phoenix, Mhm. tout va bien. Sacramento, avant l'hier soir, ça allait vraiment. On enregistre, ça allait vraiment bien. Tu joues les Clippers. Bon, les Clippers ont leur moment de bas, hein, mais quand ils sont sérieux, ils sont très, 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 très énervés. Donc, non, je pense que ça va. Je pense que ça va aller. Je fais confiance à Malone. Je lui donne un peu de crédit. Je pense qu'il va. Là, il balance. Il fait un peu comme Stevens. Il balance plein d'idées sur le mur et il voit ce qui colle. Et il va garder un peu le positif. Je ne pense pas que dans 2 mois, on verra les mêmes line-up de banc que ce qu'on voit maintenant. Mhm. Je vais aussi donner 4,5, 5. Ils auront en playoff. Après, ouais, je reste persuadé, encore une fois, c'est un des thèmes de cet épisode, le manque d'équilibre d'un côté ou de l'autre et va être rédhibitoire pour pas mal d'équipes. Et à noter, Mike Malone, sa stratégie toujours d'être extrêmement vocal dans les médias vis-à-vis de ses joueurs est très critique. Ouais, ouais. Je me demande si un jour ça va pas poser problème parce que c'est le coach, il découpe Ouais. toujours ses équipes dans les médias. Ah, très très mal. Et ouais, il parle très mal et ça, à voir. Mm. On continue, on va rester à l'ouest avec cette fois-ci les Warriors. Alors peut-être que ce sont eux qui font le plus parler. Donc les Warriors qui patinent, les Warriors qui ont gagné un match au moment où on Non, enregistre. deux contre Ah, deux. Chicago, un au buzzer. Chicago et Détroit. Et Détroit, ouais. J'ai oublié. Détroit, un match où il a fallu vraiment galérer. Cette fois-ci, Alan, je te propose de rechanger l'ordre. Tu me donnes déjà, je t'ai pas préparé pour ça, ton niveau d'inquiétude de 0 à 10. Genre, on va commencer par le niveau d'inquiétude. Tu le mets où avec les Warriors qui, allez, pour rappel, ont situé comme une équipe qui devait être au play-in, en gros. Ouais, je les avais 9. Je les voyais pas qualifiés dans les 8. Ce que je vois, ce qui est un petit peu renforcé par ce que je vois. Je dis 6 parce que pour moi, ils sont là où ils doivent être. Je suis pas forcément surpris, personnellement. Je dis 6. Ah, Ouais. Après, si ça peut s'expliquer, c'est juste l'impression visuelle, elle est. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que mentalement, on a peut-être mis entre parenthèses la saison dernière en disant il tank, et là, peut-être qu'on espérait voir un retour, et en fait, le retour sur Terre, il est compliqué. Je suis assez d'accord. Euh, c'est chaud. C'est la pire équipe au shoot de la NBA, quoi, à 3 points. Les Warriors. Hmm. Les Warriors de Stephen Curry. Hmm. Euh, il y a beaucoup de choses à dire avec On cette bien que équipe. bon, alors c'est 5 matchs, mais on pourra étudier sur la saison la théorie de la gravité sera intéressante à étudier. Qui dit qu'en gros, si t'as Curry, tu seras bon au tir. C'est un truc que Ouais. si au tir ils sont pas bons toute l'année, ça sera intéressant à étudier, je trouve. Parce qu'en fait, les défenses, elles ont pas peur de. Enfin, Oubre à 1/25 au Ouais, il moment en où a on mis bien, enregistre. ouais. Wiggins reste Andrew Wiggins, en fait. Honnêtement, je suis supporter d'aucune équipe. Adrien l'a rappelé la dernière fois. Je pense que voir Andrew Wiggins jouer doit être un des trucs les plus pénibles en tant que fan. Vraiment, ça doit être vraiment pénible de le voir jouer. Et en fait, tu regardes défensivement, les équipes, elles ont juste pas peur de Curry. Pas peur des autres, en fait. Tu vois, elles admettent vraiment Curry, Banu. Et c'est pour ça qu'on a mis en avant le fait que Steve Kerr ait gardé ses principes. Mais quand tu passes de Klay Thompson à Damian Lee, tu vois, la défense, elle réagit pas pareil. La défense, elle réagit vraiment pas pareil. Et moi, je suis choqué que Curry, il peut pas jouer sans ballon maintenant, du côté des Ouais. Warriors. Il peut vraiment plus jouer sans ballon parce que toutes les défenses se centrent sur lui. Et ouais, c'est chaud. Après, ouais, je suis d'accord. Par rapport à la gravité, faudra en parler, mais euh, en- ils se créent des shoots, ils les mettent pas. Enfin, ils Ouais, mettent vraiment complètement. pas de shoot parce qu'ils ont pas des bons joueurs. En fait, ils ont pas des bons joueurs dans leur équipe. Ouais, c'est ça, alors oui, ils sont pas adroits et sûrement que ça va remonter. Oubre est pas 1 sur 25. En vrai, un joueur de rotation sur NBA est pas 1 sur 25 à 3 points. Enfin, Ouais. ça va se rééquilibrer. Par contre, ce que je t'ai demandé avant et que pour moi, ils ont 4 joueurs positifs sur le terrain Mhm. dans la rotation. Et j'ai pas Wiseman dedans. Parce que même si Wiseman a des flashs à chaque match très très impressionnants,
euh, la plus, il prend trop de fautes et il est trop, par moments, paumé défensivement. Ce qu'on attendait un peu, on savait qu'il a pas, il a joué 3 matchs à l'université, il n'a pas joué depuis un an, donc il a, je pense, développé son arsenal offensif et surtout son tir. Franchement, Ouais, moi, ça m'a vraiment surprise. son tir est Mm. super impressionnant, super propre. Ouais. Surtout de loin, il a un meilleur pourcentage à 3 points qu'à 2 points. C'est-à-dire que il a un peu de mal à finir proche du cercle, mais en pick and pop, c'est super bien. Par contre, défensivement, ça se voit qu'il n'a pas joué au basket en fait pendant Ouais. longtemps. Mm. Il, Alors que la défense est meilleure quand il est sur le terrain. C'est vrai, C'est ça complètement. Mais parce il qu'il a une y a présence. personne en fait. Ouais, Mm. il a une présence et une dissuasion théorique qui est là quand il est sur le terrain. Mais il n'est pas positif contre les 5 majeurs NBA. Mm. Draymond a joué un match et on en parle beaucoup. Draymond est pour moi un des candidats au trophée Isaiah Thomas depuis 2 ans. C'est-à-dire que le haut. Alors, on va juste expliquer pour ceux qui nous découvrent, le trophée Isaiah Thomas, on l'a inventé, j'en assume l'invention, c'est tout simplement le trophée de la descente aux enfers. Et Ouais. je suis assez d'accord, c'est chaud. Genre, en fait, Draymond était trop fort, trop important. Mais on a tous vu cette baisse physique dans son jeu qui fait que, et tu l'as très bien résumé dans le DH20, c'est bien plus un joueur de 16 matchs, donc de playoff, que de saison régulière. Et donc là, sur la saison régulière, j'ai vu le premier match contre Portland, bah, ouais, il fluidifie un peu le jeu, défensivement, il remet un peu Wiseman, mais c'est plus Draymond Green, quoi. C'est plus Draymond Green. Mm. Donc, après, à côté de ça, bah, t'as Curry, t'as Wiggins, t'as Oubre, et c'est qui des autres joueurs positifs? Je rappelle que dans cet effectif, sur les 5 premiers matchs, Damian Lee, Brad Wanamaker et Juan Toscano Anderson prennent 17 minutes par match. Et Wanamaker, c'est le moins scandaleux de tous, tu vois. Enfin, genre, c'est un meneur backup, tu vois. Tu peux pas lui en vouloir, mais. À Mm. l'intérieur, ils ont perdu Marquis Chris, donc ils sont hyper dépendants d'Eric Pascal. C'est un bon sophomore, mais c'est souvent on aime bien, mais il a été très bon sur un des rookies, oui, mais les Warriors jouaient rien. Ils ont Euh, gagné. Ils ont rien gagné, ouais. Pas gagné. Mm. Il peut être un bon backup, je pense, mais c'est compliqué pour le moment. Donc tout ça pour une équipe, et Tom le rappelle souvent, hier soir on en parlait, on n'était pas trop d'accord tous les deux, qui paye la taxe et qui surpaye des joueurs. Enfin, payer autant pour ce produit-là, c'est compliqué, je trouve. C'est vraiment chaud. Je suis totalement. Bon, on peut passer à l'équipe suivante. Non, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. C'est l'équipe qui prend le plus, qui subit le free throw rate, donc voilà, les tentatives adverses de lancer franc, c'est le plus haut de la NBA. Et ça s'explique par Wiseman, ouais, qui prend un camion de faute. Après, honnêtement, euh, les auditeurs l'ont vu, pour ceux qui nous connaissent vis-à-vis de la draft. Moi, j'avais rien vu. C'est les premiers matchs que je vois du gars. Mm. Donc, je t'avoue que j'ai été plutôt agréablement surpris de ce que j'ai vu. Alors, je suis d'accord en défense. Tu vois, il y a les lectures, etc. Il est à la rue. Il fait beaucoup de fautes. C'est un jeune pivot. Après, en attaque, ouais, je l'ai vu faire des step back Ah ouais. à mi-distance, à mettre des 3 points. Franchement, quand tu En vois piston, Kerr être vraiment. 10 tirs en pique sur lui, ça peut se comprendre parce qu'il y a vraiment des trucs super positifs. Après, je suis d'accord avec le reste de ce que tu as dit. Ça aidera pas cette Ils ont année, c'est ça, c'est juste ça, ça aidera pas cette Ouais, ouais. Cette année, on peut espérer qu'il a un vrai impact en fin de saison, année. mais c'est pas ça qui va les amener en playoff. Puis ils mettent pas de shoot. Enfin, je veux dire, ils sont à 23 sur les tirs ouverts à 3 points. J'ai fait le calcul, ils sont à 23%, tu vois. C'est un scandale, ça. Ils sont à Voilà. 23%. Ils mettent pas dedans Mais et ça c'est va, ça peut difficile. changer. Ça l'adresse, ça peut changer. C'est juste Ouais, la profondeur, ça change pas, par contre. Ouais, il manque vraiment de joueurs. Puis, bon, on est obligé d'en parler par rapport à Curry. Moi, je te le disais en off, ça me saoule vraiment que c'est les saisons de Curry depuis que Durant est parti, c'est devenu un référendum sur, c'est quoi Curry? On est passé de Curry entouré de 3 des 25 meilleurs joueurs du monde à Curry. Enfin, cette équipe-là, je trouve que c'est celle où il y a le plus gros écart entre le meilleur joueur et le deuxième meilleur joueur. Il y a un océan entre Curry et c'est qui le deuxième? C'est Wiggins peut-être? Enfin, il y a un océan, tu vois. Enfin bref. Et alors c'est sûr que Curry, je pense notamment le match contre Brooklyn, il prend des shoots compliqués, il prend des step back. Enfin, je pense qu'il joue un peu comme sa saison MVP, c'est compliqué, mais c'est un match ils sont vite à -20. Après, notamment la fin de match face à Détroit, il met des shoots à la fin. C'est incroyable. C'est d'ailleurs terrifiant de se dire qu'il a besoin de faire ça pour battre Détroit. On salue Ia, c'était le dernier qu'on n'avait pas salué. Mais tu vois,
Détroit joue tank, donc tu dois pas t'employer autant pour les battre. Mais oui, il leur manque des joueurs et ils ont, enfin, ils sont bloqués, quoi. Ils peuvent pas faire grand-chose. Oubre, ça devait être la bonne addition. J'espère même pour lui. C'est triste de voir un joueur vraiment dans la tête dans le sac comme ça, mais c'est chaud. Moi, je t'avoue que ma note d'inquiétude, elle est 6-7 facile, Mhm. quoi. Ouais, ouais, bah c'est. Après, voilà, tu joues Brooklyn en pleine bourre, tu joues Milwaukee. Bon, quand Milwaukee est en forme, on a vu, Ouais. ils ont gagné plus de 50 à Miami, ils ont aussi défoncé Chicago, c'est compliqué. C'est plus, en fait, à être dans des matchs au couteau à Chicago et Détroit qui posent plus problème, quoi. On va en parler avec notre équipe d'après. Ils arrivent pas à avoir des matchs simples, en fait. C'est ça. Ils n'auront rien de simple toute l'année, c'est ce qu'on s'est Ils dit. auront rien de simple. Et c'est les équipes qui sont comme ça au couteau tout le long, j'aime. C'est pas un profil qui m'attire. Enfin, c'est pas le profil d'une équipe qui devrait aller loin dans une saison, tu vois. Ouais. C'est, c'est vraiment inquiétant. Après, moi, je suis vraiment inquiété par le secteur intérieur. Je trouve vraiment qu'à l'intérieur, c'est d'une faiblesse. Enfin, Wiseman, bon, Draymond est un hybride, mais en gros, Wiseman, c'est leur meilleur intérieur. Enfin, Et ça Kevin devrait pas Looney, être le cas, quoi. ouais, ça devrait pas être le cas pour un rookie brut de 19 ans. Kevin Looney reste un joueur qui, je pense, a bien bénéficié des joueurs qu'il avait autour de lui, mais ça reste assez faible. Il est souvent blessé. Derrière, il n'y a rien du tout. Enfin, Non, c'est, non, c'est c'est chaud. complet. Eh ben, avant de commencer par les Raptors, juste une petite parenthèse que je joue comme ça. Je trouve vraiment qu'on voit là les conséquences, et c'est pas la première équipe, les Warriors. Les dynasties, dernièrement en NBA, elles ont tellement voulu investir sur les vétérans au minimum, que le jour où ça casse, t'as personne. On l'a vu avec les Cavs, on le voit avec les Warriors. Et la petite différence peut-être avec les Spurs d'avant, c'est que les Spurs essayaient toujours de chercher un mec en 27 à la draft et essayer de le développer, etc. Ça a marché, ça a pas marché, mais au moins t'étais jamais à sec. Là, les Warriors, ils sont à sec en fait niveau talent. Enfin, Les Lakers post-Kobe aussi, avec plus de jeunes, ouais. Non, c'est clair, vraiment. Enfin, je sais, moi je suis loin d'être le meilleur défenseur de la draft, mais enfin pour avoir je trouve un écosystème assez sain, t'as besoin quand t'es une grosse équipe d'aller chercher un ou deux mecs jeunes et ils l'ont pas fait en fait. Donc On a toujours besoin d'avoir des joueurs à différentes périodes de leur carrière, parce qu'on c'est sait ça. tellement ça va vite la NBA. Donc ouais, je suis vraiment d'accord. Parce qu'il y a aussi Et Poole, ils ont Poole qui est dans sa deuxième année, qui prend des minutes et qui est jeune, qui a pas été trop développé. Donc ils les ont, mais ils les ont pas développés. Donc et maintenant c'est ça. il faut qu'ils jouent, donc c'est compliqué. Ils sont passés d'être des contributeurs dans une sporadique, c'est le très beau mot, dans une équipe qui joue le titre à des joueurs importants d'une équipe qui se bat pour les playoffs. C'est pas du tout le même apport. Donc ouais, Totalement. c'est vraiment compliqué à voir ça. Mais je trouve vraiment que maintenant on est trop dans le vétéran minimum. Après c'est aussi parce que ça donne plus d'assurance qu'un mec de 20 ans, c'est sûr. Mais Là où les sur le long Lakers terme, ont quelques petits jeunes quand même, tu ouais, vois, c'est ça. c'est intéressant quand même. Ouais. Mais niveau construction d'équipe, les Lakers, je trouve qu'ils font des trucs, ils ont été beaucoup critiqués, mais Pelinka, il fait des trucs vraiment intéressants, genre, qui sortent un peu du moule dans ce moment. Eh bien, on va revenir à l'Est et on va parler de l'équipe. C'est simple en NBA actuellement, il y a quatre équipes qui ont une seule victoire. Il y a Détroit dont on a parlé, mais on n'attendait pas grand-chose de Détroit. On a parlé de Washington, on a parlé de Denver. Parlons maintenant de Toronto. Alan, je pense que c'est là où j'ai le plus à dire, où je vais être le plus critique parce que j'ai vu cette équipe, c'est ouah, c'est chaud. Je te parlais de tout est compliqué. Alors eux, ils prennent ce concept et ils l'amènent à un tout autre Ouais. niveau. En attaque, c'est difficile. Tout est compliqué. Je sais pas ce que tu as à dire. J'ai même pas des questions d'introduction sur cette équipe de Toronto. Je trouve juste que là, euh, Masai Ujiri est dans la dernière, le président des opérations basket, le grand Manitou. Il est dans sa dernière année de contrat. Il faut se rappeler qu'à Denver, il a quitté le bateau Denver alors qu'il y avait une reconstruction qui devait se faire. Je lance juste la pierre comme ça, hein, mais ça me pose beaucoup de questions ce qui se pose parce que là, les pertes d'Ibaka et de Gasol, elles se voient, mais tellement c'est chaud. Ouais, la perte d'Ibaka. Après, c'est parce qu'il défonçait tout le temps Boston. Donc, on a toujours le syndrome de joueurs qu'on surélève peut-être parce qu'ils sont toujours très bons contre l'équipe qu'on aime bien. Mais la perte d'Ibaka, pour moi, elle est. Bah, t'es passé d'Ibaka, Gasol, Boucher à Baines, Len, Boucher Mm. dans le secteur intérieur. Et déjà l'année dernière, sur attaque placée, ça c'était déjà compliqué, hein. C'était déjà une équipe qui en fait faisait ses gros runs et son gros chantier en attaque sur jeu rapide.
très très bons sur le jeu rapide. Cette année, ils sont moins bons sur le jeu rapide. Norman Powell, qui était un candidat crédible au sixième homme de l'année l'an passé, à plus de 16 points par match quand même, est moins bon, moins adroit. Alors, de toute façon, tout ce qu'on dit, c'est sur un faible échantillon, mais on faut quand même Ouais. redire les choses. Donc, Ah oui, j'ai oublié de le préciser en fin d'épisode. On rappelle, il faut 15 à 20 matchs en bon, général pour juger d'une équipe. Donc là, on est vraiment on dans a un les tiers, takes un de quart, début de saison. Ouais. mais Powell et puis Siakam. Est-ce que Siakam est une option numéro une d'une équipe qui peut être dans le top 6 à l'Est, avec une conférence Est bien renforcée cette année? Je suis pas persuadé. J'avais Toronto sixième, moi, mais on les avait tous dans cette zone-là, je crois, hein. Ouais. Avantage du terrain parce que Brooklyn, Philadelphie vont être meilleurs, mais toujours un Boost, respect à ouais. Denver et à tout ça. Mais c'est vrai que là, ils sont dans une mauvaise passe. Tu perds deux fois contre les Pélicans. J'adore les Pélicans, ils sont bons, mais tu Mais ils marques sont pas pas. beaucoup de points contre les Pélicans, c'est problématique. C'est ça, ouais. Les Pélicans qui se sont pris une rouste à Phoenix, oui, c'est vraiment compliqué. C'est l'équipe qui tente le plus de 3 points en NBA. 51% de leurs tirs sont à 3 points. Et pour moi, ça, c'est vraiment une des conséquences vraiment palpables de la fin de l'ère Gasol-Ibaka. C'est qu'en fait, ils tentent plus rien à l'intérieur. Ils ont aucune solution à l'intérieur. Enfin, Aaron Baines, il est bien gentil. Enfin, il y a une espèce de mythe qui s'est créé autour de ce joueur, mais c'est un backup, quoi. C'est un pivot remplaçant, Aaron Baines. C'est pas un titulaire. Et quand en plus le remplaçant d'Aaron Baines est Alex Len, qui est un troisième pivot dans certaines équipes, ça commence à tu décales, c'est trop compliqué. Nul à Atlanta, mais il était nul à Atlanta. Enfin, il était vraiment pas bon, Alex Len. Et cette équipe-là, elle est avant-dernière au rebond, au pourcentage de rebond. Les seuls qui font pire, c'est Brooklyn. Et Brooklyn, c'est parce qu'ils s'évertuent à mettre DeAndre Jordan titulaire et que Durant, bref, on va pas rentrer dans le débat Brooklyn, mais Durant, en fait, prend pas les rebonds. Je pense que c'est le seul truc où il a peut-être un peu peur vis-à-vis de sa blessure. Bref. Mm. Euh, Ils prennent 51% de leur shoot à 3 points et ils sont 22e au pourcentage de réussite. Ils mettent pas de tir, en fait. Ils mettent pas de tir. Et je trouve vraiment, je pense notamment au début du match, la nuit dernière, justement contre les Pélicans à Tampa Bay. Ça aussi, ça doit peut-être jouer quand même. De pas jouer dans ta ville, clairement, ça doit jouer. Mais c'est une avalanche de 3 points. Et autant Van Vliet, ok, il a un très bon tireur à 3 points, mais je crois pas que ça soit l'ADN de cette équipe que de constamment aller tirer à 3 points. Ils ont réussi à avoir quelques lancers francs, mais ils avaient, au niveau des lancers francs, ils avaient un des pires de l'histoire, un des pires débuts de saison. Ils n'avaient pas de lancers francs. Enfin, offensivement, je t'avoue que j'ai pas souvenir d'avoir une équipe avec ce talent-là galérer autant. Ouais, c'est très compliqué. Ils prennent du volume parce qu'ils pensent que sur la durée, avec les shooters qu'ils ont, ça le fera. Mais tout ça, ça implique une trop grande variance dans le négatif et dans le positif. Et là, ils sont dans le négatif. Et quand tu es dans le négatif, bah, c'est une avalanche de non-possibilité de marquer, en fait, tout simplement. Tu mets pas les tirs, bah, tu n'auras rien d'autre. Donc, tu vas prendre des éclats. Y a pas de nuance dans le jeu de Toronto, ouais, sur le début de saison. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et puis, il y a un banc. Là où l'année dernière, il sortait Norman Powell, il sortait Serge Ibaka du banc. Franchement, en playoff, ça avait fait des différences en saison régulière. Tu avais ces deux joueurs-là, ça t'apportait allez, 30 points par match minimum, de la défense et une variété. Là, c'est qui sort du banc? Bah, c'est Len, Powell, et Stan Johnson a joué hier, comme le mentionnait Tom sur notre conversation, c'était Il pas est une pas balle. bon. J'adore tellement ce joueur, mais il est vraiment pas. Il fait, c'est dans je sais plus quel match contre Philadelphie, il assassine Ben Simmons sur une pénétration, ensuite il perd la balle. Il a une séquence de 2 minutes qui est légendaire. Genre, il est vraiment pas bon, Stan Non Johnson. plus Hollis Jefferson, c'était pas un feu de Dieu, mais c'était un joueur qui pouvait apporter dans la rotation et qui pouvait apporter une nuance dans le jeu. C'est compliqué, ils ont drafté un joueur en 27 qui joue pas du tout, un backup meneur, donc qui ne vient pas aider, qui aurait pu. C'est complexe, c'est complexe. Puis, tu vois, beaucoup de tirs à 3 points, mais il y a très peu de mecs qui font peur dans la pénétration. Van Vliet, c'est un mec qui, du fait de sa taille, est pas bon à la finition. Laurie est bon à la finition, mais OG a des très bons chiffres à la finition. Mais Siakam galère, Siakam continue à faire du post-up, mais ça marche pas. Enfin, Ouais. offensivement, c'est très très compliqué. Et moi, je me méfie toujours de ce.
de ce schéma où on me promet une équipe. Ah oui, alors ils vont galérer en attaque, mais ils vont rien prendre en défense. Ouais. Tous les ans, on a ce genre d'équipe à l'Est, ça marche pas. Ça marche pas en Orlando, fait. Orlando nous a servi cette sauce pendant des années, et c'est quand ils ont eu plus d'attaques qu'ils ont été meilleurs. Enfin, tu puis à peux pas être Dallas totalement. aussi. C'est vrai. Ouais, pareil. Tu peux pas être totalement déséquilibré, ça marche pas. Et je sais pas. Moi, j'avoue que c'est une équipe. Alors, aux États-Unis, on parle de plus en plus des Raptors comme une potentielle destination pour James Harden. Je pense pas que ça soit bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est intriguant parce que ils ont trop de profils qui peuvent être tradés. Genre OG, il a été re-signé, il faut attendre du coup, mais il peut être tradé. Van Vliet, c'est la même chose. Van Vliet, on pense que dans la conversation d'un Kebdo, je suis un hater de Fred Van Vliet. C'est pas ça. C'est que je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup plus de valeur dans une équipe où il porte pas le ballon et où on lui demande moins à être plus off-ball quoi que du côté des Raptors. Alors que l'année prochaine, c'est en théorie ton meneur titulaire, parce que Laurie est en fin de contrat, il a 35 piges. Je sais pas. Enfin, c'est compliqué du côté des Raptors. Et ouais, l'attaque, en fait, ils vont mettre plus de shoot parce que là, ils sont vraiment scandaleux, ils mettent rien. Mais ouais, c'est chaud en fait parce qu'ils ont jamais de panier facile. Et défensivement, je lisais ça sur Twitter. De la défense, il y a quand même une grosse part de motivation. Et c'est difficile d'être motivé quand tu as gagné le titre. Alors, on sait que je souscris pas à cette théorie-là, mais tous les mecs ont été payés. Tout le monde a été payé en fait. Siakam a eu son contrat, Odi a eu son contrat, Van Vliet a eu son contrat, Laurie a eu son titre, il vieillit. Enfin, l'impact défensif est plus difficile à avoir. Donc, globalement, c'est difficile pour cette équipe. Ouais. J'ai rien à ajouter. Et comme un petit peu Golden State, c'est compliqué. Non, ils ont quand même des salaires pour bouger, mais pour bouger pour un ou deux petits ajouts, c'est pas super simple. Ouais, ouais. Mais vraiment à voir Toronto, hein. Parce que je le dis. Alors, je pense pas, Siakam ne peut pas être bougé et Audi, ils attendraient. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Et pareil pour Van Vliet, mais ils vont quand même faire deux intersaisons, à part si Laurie est re-signé à la prochaine intersaison. En un peu plus d'un an, ils auront perdu Gasol, Ibaka, Laurie. Ça Hmm. fait beaucoup quand même pour cette équipe. À voir. À voir. Après, Et point positif, Danny Green aussi. Ouais. Danny Green aussi. Point positif, défensivement, ils sont très 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 forts. Mais le truc, c'est que ça marche pas. Puis, et puis on va finir du coup par l'équipe. Alors on a décidé de finir par eux parce que c'est peut-être l'équipe du lot la moins inquiétante. Enfin, selon moi, c'est les Pareil, Mavericks. pareil, ouais. Et les Mavericks, tu m'as dit que tu étais d'accord, pour toi, c'est vraiment les moins inquiétants et c'est plutôt de la réussite au tir. Ouais. Josh Richardson, Luka Doncic, Dorian Finney-Smith, ils sont à 22 sur 87 à 3 points sur les 5 premiers matchs. Jalen Brunson, mais pas dedans non plus. Je pense que c'est une panne d'adresse sur les premiers matchs. Le road trip à l'ouest n'était pas simple. Tu fais Phoenix, les deux Los Angeles. Bon, c'est pas super facile pour commencer ta saison. Bien réagi contre Miami vendredi soir. Euh, mais voilà, je pense que c'est une panne d'adresse. Après, si on veut être plus dans le négatif, moi je suis pas fan de la paire de 7 Curry. Personnellement, je pense qu'offensivement ça baisse ça apporte, ça enlève un peu de nuance au jeu de Dallas, surtout sans Luka, où là tu es plus obligé de te retrouver avec Trey Burke euh, et Josh Richardson. Richardson est sûrement un meilleur two-way player que Seth Curry, mais je pense que Seth Curry est juste un meilleur joueur de basket que Josh Richardson. Donc des fois, il faut peut-être aller vers le meilleur joueur de basket. Et puis Porzier est blessé. Voilà. J'ai pas Ouais. grand chose de plus à dire, mais c'est tout ça explique un petit peu le début de saison, avec aussi je pense, l'automne culinaire de Luka Doncic. Ah, on sait qu'il est très. Alan aime bien ces questions-là de, Oui, de... Luka un peu chubby sur le début de saison, mais ça va. Je me fais pas de soucis pour lui. Ouais, je suis assez d'accord. Ils sont sur les tirs à 3 points ouverts et grands ouverts, ils sont à 33%. C'est une équipe qui était à 37 l'année dernière. Enfin, tu vas perdre 4 points alors que certes tu perds Curry, mais tu remplaces par Richardson qui est un moins bon shooter, mais qui reste un bon shooter. Bref, ils mettent pas dedans, je suis assez d'accord. Après, moi, je vois beaucoup, on parle beaucoup. Alors, Luka met rien du tout, mais quand est-ce qu'on va arrêter de croire que Luka Doncic c'est un gros shooter? En Ouais, fait, il a il 31, a il a jamais été. 30 il a 31% en carrière en NBA, ça fait 3 saisons qu'il joue. C'est pas un bon shooter en fait, qui prend en plus des shoots compliqués en step back. Tu vois. Je suis d'accord, il a jamais été un bon shooter. Je vois pas pourquoi. Alors certes, il est pas dans les pourcentages actuels, il est en dessous de son rendement habituel, mais Il a 5 sur 31 à 3 points. ouais, il doit mettre plus, mais c'est pas, tu vois, c'est pas un gros shooter. Après, moi, je me pose juste une question. Je suis d'accord avec toi, je suis pas inquiet.
Je me pose juste une question sur la viabilité du modèle Dallas, en fait. C'est une équipe qui, en gros, pour survivre, vu comment elle est construite, elle doit être meilleure attaque de la NBA ou pas loin. On sait que l'année dernière, Luka était le leader de potentiellement statistiquement la meilleure attaque ou une des meilleures attaques de l'histoire de la NBA. Cette année, quand tu as Dwight Powell dans la raquette, tu te fais tordre à l'intérieur. C'est la pire équipe au niveau de la défense du cercle. Euh, En fait, ils ont besoin de toujours battre les équipes en attaque. On voit bien que, alors certes, tu perds Porzingis, t'as pas Porzingis, c'est un mec borderline All-Star, donc forcément tu vas le payer. Mais si les mecs autour participent pas à 37-38, tu gagnes pas des matchs. Enfin, moi, c'est juste, Ouais. ça me pose des questions sur les ambitions à l'avenir de cette équipe. C'était l'argument du trade Curry-Richardson en vrai. Ouais. Apporter plus un two-way player sur les postes 1-2 qui pourrait aider à défendre et à pas se faire tort. Parce que théoriquement, si tu as Richardson et Porzingis, tu vas être meilleur défensivement Mhm. que ce que tu as maintenant. Parce que Porzingis peut protéger le cercle et Richardson peut, théoriquement, il a déjà fait bien défendre sur les extérieurs. Là où Curry il se faisait un peu traîner et dont il défend pas. Donc c'est problématique. C'était bien pensé, juste ça marche pas pour le moment sur le terrain. Et en plus, vu qu'il y a une panne d'adresse, bah on dit ah mais Curry, parce que Curry met tout avec Philly. Donc Mhm. à ce penchant-là. Je pense que sur la saison, ça va se rehausser. Mais il faut qu'il récupère Porzingis. Il faut qu'il Mhm. récupère Porzingis. Et il faut que voilà, les role players, les Finney-Smith, les Hardaway Junior, les Brunson, bah, même si défensivement, sauf Finney-Smith, c'est pas hyper bon, juste un minimum d'intensité, quoi. Parce que des fois, euh, c'était un peu du jeu m'en foutiste. Mhm. Ouais, des fois ils sont vraiment pas bons. Et je suis d'accord, hein. Après, moi, j'aimerais bien contrebalancer vis-à-vis de Josh Richardson. Je trouve qu'on a maintenant une tendance à surestimer la valeur de la défense extérieure. Enfin, il y a très peu de défenseurs extérieurs qui peuvent te révolutionner ta défense. En vrai, Marcus Smart peut peut-être le faire, mais j'en vois pas 5 en NBA de mecs. Et Josh Richardson, tu vois, c'est un bon défenseur, mais il va pas changer la phase de ta ligne arrière en défense et de ta défense plus globalement si tu l'ajoutes. Donc oui, ils ont besoin de meilleurs apports des replayers. Moi, j'avoue que je voulais vraiment les mettre pour me dire, est-ce que c'est pas genre, est-ce qu'ils sont pas sur une ligne de crête où c'est vraiment compliqué, quoi, d'avoir, parce que Dwight Powell, est-ce que c'est pas le pire titulaire au poste de pivot de la NBA? Je pense, hein. Je vois pas qui a Offensivement, un. offensivement, il est utile sur le pick and roll. Hmm. Mais Tu vois, je vois pas. Je me suis posé cette question pendant que tu parlais. Je vois pas de tête qui a un moins bon pivot titulaire, honnêtement. Tu vois, Thomas Bryant, il est meilleur. ouais, Mitchell Robinson, il est meilleur. ouais. Enfin, c'est chaud parce que quand en plus t'as pas de rotation, ce qui joue souvent très small ball, ils mettent du Kleber, etc. T'as pas d'intérieur. En vrai, ce podcast, c'est la réhabilitation des intérieurs, hein. Parce qu'on voit bien que si t'as pas d'intérieur, tu peux être dans une ligue où on tire à 3 points, il faut quand même défendre le cercle dans une ligue analytique à un Oui, moment. il faut toujours un niveau minimal il faut toujours un niveau minimal de toute façon. En vrai. Ouais. Et on le voit. Il y a un niveau minimal de guard play, de jeu de périmètre pour bien servir les intérieurs et les mettre en bonne position. Un bon niveau minimal de protecteur de cercle, sinon tu te fais torpiller. Un bon minimal d'adresse, parce que sinon, bah, même si tu as les shoots ouverts, tu les mets pas. C'est la NBA. Faut pas de joueurs qui sont pas bons. Ouais, Et faut être équilibré. Ouais, ouais. Surtout dans un début de saison assez bizarre où il y a des équipes qui mettent des barrages à 3 points, qui enchaînent les 3 points, etc. Faut peut-être être équilibré. Et c'est un peu la bonne nouvelle. Non, c'est un peu l'enseignement qu'il fallait retenir. Mavericks, du coup, on n'a pas de, je sais même pas si on l'a donné du coup pour les Raptors aussi, mais la note d'inquiétude pour les Mavericks, on la met où? 2, 3. Ouais, 2, 3, je Après, pense. je suis très haut Moi, sur eux personnellement, mais j'aime. après, moi, 2, 3, mais c'est peut-être que je les vois moins forts Ouais, de base. ouais, Et sur les Raptors, par contre, moi, je suis à 7. En vrai, ouais. pour l'équipe où je suis la plus inquiète, ça se joue entre Raptors et Wizards. Je suis vraiment inquiet pour les deux, là. Ouais, ouais, Raptor, je suis comme toi, je suis à 6, je dirais 6. Je, pe- je pense qu'ils auront du mal à être cinquième, je les avais cinquième. Hmm. Euh, et pour moi, c'est une équipe qui devait vraiment être là. Il y avait même des gens qui disaient,
si c'est tellement bien coaché, si tout marche, pourquoi pas l'avantage du terrain? Sur ce qu'on voit sur les 5 premiers matchs, encore une fois, l'échantillon est très faible. Euh, c'est pas ce qu'on voit. Hmm. À noter, et on va conclure l'épisode comme ça, je parlais de l'impact des coachs la semaine dernière. D'un point de vue statistique, l'année dernière de Nick Nurse était une des meilleures saisons de coaching de l'histoire entre la valeur de ses joueurs et le résultat Hmm. final. Est-ce que déjà, en fait, l'année dernière, il n'y avait pas les premiers enseignements de ça, on n'aurait pas pu déjà les tirer et qu'en fait, cette équipe, elle a totalement surperformé l'année dernière. Je pense qu'il y a de ça. Dans la Complètement. foulée du titre, Sauf qu'on a euh, peut-être trop attribué ça à une progression de Siakam, ouais, peut-être, ouais. plutôt qu'à au job fait par Nurse. Ouais. Et Même titulaire All-Star Game, hein, je le rappelle. Je le rappelle. ouais. Après il est aussi moins bon. Il met plus un C'est ça. tir. Mais Nurse doit arrêter de faire jouer Siakam. Siakam, il a trop la balle dans les mains pour un mec qui est aussi peu fiable au dribble. Enfin, il a trop. Totalement. Qui a pas un bon handle. Qui a pas s'il a un bon handle, mais pas un handle qui a un mec qui a autant de ballons, quoi. Ouais, c'est ça. Puis aussi par rapport à- bref, il n'y a pas de trop de bons porteurs de balles, tu vois. On va dire que c'est de l'acharnement, mais Van Vliet, il peut pas c'est pas le maestro d'une attaque encore. C'est un mec très bon défenseur, très bon tireur, mais pick and roll, je le trouve pas très bon. Il est pas bon en finition. Enfin, bref, en fait, pour moi, Van Vliet, c'est une arme de destruction massive dans une équipe genre Philly. Genre dans une équipe où le porteur de balle, il est pas Hmm. au poste 1, C'est un mais jumbo et porteur de balle, hein. ouais, Ouais. mais je suis assez à voir. Moi, j'avoue que j'arrive pas à me décider, mais je pense que c'est limite les Raptors pour lesquels je suis le plus inquiet. Très bien. Eh bien, alors on va terminer cet épisode. Il y a beaucoup trop de négativité dans cet épisode. Ouais. Alors, je te prends un revers. Ta plus grosse surprise, mais je t'ai pas préparé. Donc, ta plus grosse surprise, moi, je vais en dire deux, du coup, vu que je vais toujours plus loin des règles. Atlanta, on les avait un peu cassés, ils sont plus forts qu'on pensait. Et les retours de blessures, Durant, je l'ai dit sur les rebonds, il est un peu peut-être timide, mais vraiment fort. Et les deux premiers matchs de John Wall, alors il joue comme dans son salon, il fait que du 1 contre 1. Mais pour un mec qu'on n'a pas vu depuis 2 ans, c'est quand même pas mal. Cleveland, Hmm. c'est sérieux. C'est sérieux. Quand ils perdent à Indiana, où ils sont pas ridicules, Drummond est impliqué des deux côtés du terrain. Sexton Garland et montrent de belles choses. Bickerstaff tente des trucs. Ils font ça avec Okoro un peu blessé, sans porteur. Ils sont pas non plus complètement complets. Donc non, non, belle surprise Cleveland. Ouais, ouais. Bah en fait, c'est peut-être un de nos débats dans les prochaines semaines, mais le bas de l'Est, tout Bah, le monde est sérieux. complètement. Genre les Knicks sont sérieux. En fait, tu peux pas entamer ce match-là, surtout dans un début de saison bizarre, en te Charlotte, disant on va leur. pas horrible, hein. Ouais. Tu peux pas te dire tu peux pas commencer le match et te dire je vais en mettre 30 à Charlotte. Tu vois. Charlotte Enfin, va genre. gagner de 20 à Dallas, hein. Hmm, Non, je suis d'accord avec ouais. toi. Et ils battent Brooklyn aussi, Charlotte. En plus, ouais. Et ben là-dessus, c'est du coup sur ça qu'on va finir ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. On espère, si vous êtes fan d'une des 5 équipes, que vous ne nous détestez pas trop après ce constat, mais je pense que ouais, on est sur 5 équipes qui ont un début de saison difficile, même si selon moi, peut-être l'équipe la plus inquiétante, limite de la NBA, n'a pas vu son nom être cité ici. C'est Miami, qui est quand même extrêmement inquiétant, mais on se garde ça peut-être pour une prochaine semaine. On vous invite, comme d'habitude, suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur les plateformes où vous écoutez le podcast. Suivez-nous aussi sur YouTube si vous voulez voir nos magnifiques visages et Alan avec une petite veste. On n'a pas le droit de citer les marques, mais une petite veste, tout ce qui est plus. Alan porte des vestes à l'intérieur, tu vois, c'est pour le style. Exactement. C'est pour le YouTube People. C'est ça exactement. Il a de l'expérience, c'est pour ça. Et on vous souhaite une très bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Bonne NBA. Salut! Salut, bonne semaine.